Cette émission vous Chaque est année, présentée avec on vidéo rapporte une centaine description. de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Je l'avais jamais pensé, puis je l'avais jamais imaginé. Quand ces événements-là sont arrivés, j'ai été ébahie. C'est incroyable. Les gens avaient une crainte parce qu'on venait de découvrir qu'il y avait possiblement dans notre entourage, dans notre milieu de vie, qu'il y avait un malade, un psychopathe qui pouvait agir à sa guise. Ils ont soupçonné tout de suite son père, puis même moi, je comprenais pas pourquoi ils le soupçonnaient, parce que j'ai jamais même eu le doute que ça pouvait être lui. Ça a été gros. Ça a marqué beaucoup de monde. Les gens avaient peur, là. Tant qu'ils n'ont pas eu trouvé, là, ils avaient peur. Puis quand ils ont su là, que c'était lui, là, mon Dieu, capotait bien net. Il y en avait qui avaient travaillé là, proche de lui, là, à côté, comme on dit. On dit, mon Dieu. Une, elle disait, j'ai travaillé dans le sous-sol avec. Elle dit, quand je pense à ça. Le matin du vendredi 24 mars 1989, à la veille de la longue fin de semaine de Pâques, Virginie Pelletier, une jeune fille de 17 ans de Chicoutimi, part seule avec son père. Ce matin-là, j'avais décidé d'emmener ma fille déjeuner au restaurant. Vu qu'on était juste les deux, ma femme était partie, elle est partie en voyage avec sa mère. Le repas se déroule bien. Peu avant 8 heures, Allen doit se rendre au travail. Après avoir été déjeuné, je l'ai laissé au centre d'achat. C'est là qu'elle s'en allait. Moi, je ne veux pas poser de questions trop. Elle dit qu'elle a donné son nom pour du travail. Le père et la fille conviennent de se retrouver en fin d'après-midi à l'hôpital où Allen travaille. Mais le soir venu, Virginie ne se rend pas au rendez-vous. Elle n'est pas revenue. Je l'ai attendue quasiment 1 heure de temps. Allen téléphone alors à Marie-Josée Bello, une amie de Virginie qui vit chez la famille Pelletier. Mais la jeune femme n'a aucune nouvelle. Virginie semble introuvable. Lui, il était à l'hôpital, puis il l'attendait. Vers 5h30, il m'a rappelé me dire qu'il n'était pas arrivé encore. Là. C'est là que ça a commencé. Les heures passent et Virginie ne rentre toujours pas. L'inquiétude d'Allen se fait grandissante. Dans ce temps-là, on pense à toutes sortes d'affaires. Le scénario, là, du pire ou moins pire, tout passe. Le samedi 25 mars au matin, 24 heures après avoir laissé Virginie au centre commercial, Allen se résout à appeler sa femme. Mais là, la panique m'a pris, là, tout de suite, là. On était supposé d'aller à la cabane à sucre. Et puis, là, quand on a vu ça, maman a dit, est-ce que tu préfères descendre? J'ai dit oui, je préfère descendre tout de suite. On a descendu en tabarouette à part ça. C'est moi qui conduisais, je te jure qu'on a descendu. Et puis, on est allé à la police tout de suite. Qui disait que ça devait être une fugue. Mais là, j'ai dit, je verrais pas pourquoi elle aurait fugué. À 17 ans, 5 mois, elle a juste à attendre un petit peu, puis, tu sais. Les policiers informent Judith qu'ils doivent attendre 72 heures avant de commencer leur recherche. La mère donne néanmoins la description de sa fille, fait état de ses habitudes de vie, de ses fréquentations et parle même de certains appels téléphoniques étranges que Virginie recevait. Les heures passent et les proches de la jeune fille craignent le pire. Ils fouillent la maison à la recherche d'indices. Je leur ai dit où on se tenait, où on allait.
Puis ils sont partis, puis ils ont essayé de la trouver là. Après ça, j'ai été voir là où on se tenait la maison, qu'on se tenait, l'appartement, tout ça. Là, je suis allée voir les personnes là, voir s'ils l'avaient vu. Mais personne n'a eu de nouvelles de Virginie depuis le matin où elle est partie avec son père. Judith Turcotte et Alan Pelletier se sont rencontrés en 1970. Et le 29 octobre 1971, naît Virginie, qui restera l'unique enfant du couple. Virginie, c'est une petite fille généreuse. Une petite fille enjouée, qui aimait beaucoup le monde. Premièrement, le fait qu'elle soit toute seule, elle aimait avoir beaucoup d'amis. Le fait qu'elle soit seule à la maison, tout ça. Et puis, elle a eu, c'est ça, une enfance normale, mais elle avait toujours des petits coups là, à faire, là, comme on dit. Judith occupe un poste de préposé à l'hôpital de Chicoutimi. Et Alan travaille comme concierge à ce même hôpital. Dès son plus jeune âge, Virginie préoccupe ses parents. Je trouvais qu'elle n'avait pas des bons amis. Elle n'avait pas des bons amis. Comme je vous dis, elle est influençable. Elle avait des amis dans le rang par chez nous, là. C'était du drôle de monde, là, tu sais. Virginie a 9 ans lorsqu'elle fait la rencontre de Marie-Josée Bello, une jeune adolescente au passé familial trouble, placée en famille d'accueil. Elle était à l'écoute de tout le monde. Elle écoutait quand on avait des problèmes, elle était là. Elle était toujours là quand on avait quelque chose. Les deux deviennent rapidement inséparables et s'influencent mutuellement. Avec les années, l'amitié entre les deux enfants grandit et elle profite de toutes les occasions pour se rejoindre et organiser des soirées improvisées aux grandes dames des parents de Virginie. On faisait des choses qu'on aimait tous les deux. On sortait, on allait dans une discothèque pour jeunes, puis soit on allait dans un bar aussi. C'était moi qui l'entraînais un peu. C'était moi la mauvaise fille des deux, là, comme on dit. Là. Cinq ans après la rencontre des deux fillettes, les parents de Virginie acceptent de devenir la nouvelle famille d'accueil de Marie-Josée. Elle m'a intégrée dans sa famille comme si elle m'avait toujours connue, dans le fond, là, parce que c'est comme ça que je vois ça. On ne s'est jamais lâché, là. Fait qu'elle m'a carrément intégrée dans sa famille. Puis encore aujourd'hui, c'est ma famille, c'est ma maison. Puis je pense encore comme ça aujourd'hui. Quand Marie-Josée est arrivée chez moi, ben je pensais que Marie-Josée était... Parce que Marie-Josée était pas dure. C'était pas une fille qui était dure, mais elle avait un passé quand même un petit peu houleux. Mais je pensais que ça allait stabiliser plus ma fille aussi. Mais les parents de Virginie se trompent. En plein cœur de l'adolescence, les deux filles profitent de leur sortie pour boire et consommer la drogue que Marie-Josée se procure avec une grande facilité à travers ses fréquentations. Moi, je étais dans un milieu où il y en avait. Elle n'était pas dans le milieu qu'il y en avait. Fait que quand elle venait dans mon milieu, je veux pas, elle en avait. Tu sais, je l'ai pas vraiment emmenée à prendre de la drogue. C'est vraiment juste parce que mon milieu fait que j'en ai de la drogue dans mon milieu, puis elle n'en avait pas. Virginie ne s'assagit pas. À 15 ans, elle est encore naïve et inexpérimentée lorsqu'elle tombe sous le charme d'un jeune homme de 18 ans. J'avais rencontré ce jeune homme-là. Et puis, il travaillait dans un bar de danseuses. Elle me dit ça, tout ça. Elle dit, il est fait, maman, tout ça. Mais là, j'ai dit, écoute, là, il est dans la prostitution, lui, par-dessus la tête, là, puis dans la drogue, là. J'ai dit, il a beau jeu, le petit gars. Ah, elle dit, franchement, elle dit, tu vois du mal partout. Puis ce gars-là, toutes les filles mouraient pour ce gars-là. Il avait toujours les bonnes paroles, puis... et puis, c'est ça, il voulait tout l'avoir. C'était acquis qu'il l'aurait, ce gars-là. Fait qu'il faisait des choses, des fois, pas toujours catholiques, comme on dit. Malgré les avertissements de sa mère, Virginie continue à fréquenter le jeune homme. À chaque fois qu'elle partait en voiture avec, j'appelais la police. Je le trossais pas pantoute, le petit gars. Il était pas correct avec les jeunes filles. Dans l'espoir de limiter les rencontres entre Virginie et le jeune homme,
Judith établit également des règles plus strictes. Elle n'avait pas le droit de sortir du tout la semaine, seulement que la fin de semaine. Un soir par fin de semaine qu'elle sortait. Et puis, quand elle sortait, il fallait toujours qu'elle se rapporte, comme on dit. Là. La mère de Virginie pense avoir écarté le danger que le jeune homme représentait. Et ses craintes s'apaisent. Mais le lundi 27 mars 1989, Virginie est portée disparue depuis maintenant 72 heures. Les enquêteurs commencent leur recherche et sont rapidement intéressés par la relation interdite de Virginie. Ils obtiennent facilement des renseignements qui les conduisent à un bar de danseuses. Nos patrons ont reçu une information disant qu'il y avait un groupe de danseuses, qu'on appelait dans ce temps-là des danseuses à gogo, danseuses des bars, avaient fait un party, puis qu'elles étaient avec eux autres. Fait que là, on est parti, puis après avoir vérifié, effectivement, il était venu un groupe de danseuses de l'extérieur danser la fin de semaine ici, la fin de semaine de sa disparition. Mais après interrogatoire, les enquêteurs constatent qu'il n'y a aucun lien avec la disparition de Virginie. Et cette piste est écartée. Judith Turcotte espère que les mystérieux appels téléphoniques que recevait sa fille s'avéreront de précieux indices qui permettront aux policiers de retrouver Virginie. Le samedi 25 mars 1989, à Chicoutimi, une adolescente de 17 ans, Virginie Pelletier, est portée disparue. Dans les premières heures, la famille travaille sans relâche pour la retrouver. Mais en vain. Dès le début de l'enquête, la mère de Virginie a avisé les policiers que dans les derniers mois, un homme avait souvent appelé chez elle pour parler à sa fille. Il l'avait dit. Il dit, je connais très bien ton père. Il dit, je travaille avec. Ça, c'est ma fille qui m'a dit ça. Puis après ça, elle m'a dit qu'il offrait un emploi. Puis elle m'avait dit, je me rappelle plus combien de l'heure, mais moi, je lui avais dit que ça n'avait pas de bon sens, que moi, je gagnais même pas ça dans une journée, que c'était sûrement de la prostitution qu'il lui offrait. Puis j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il connaît bien mon mari, tout ça. J'ai dit, bien drôle. Mais... Puis moi, j'ai parlé de ces téléphones-là aux policiers. Ils m'ont jamais cru. On en a parlé, on en a parlé. Ils n'ont jamais essayé de savoir d'où venaient ces téléphones-là. Je leur avais dit qu'il y avait des téléphones bizarres qu'elle avait eus. Judith est déçue que cette piste ne soit pas davantage étudiée par les enquêteurs. L'espoir de retrouver sa fille s'amenuise. Le samedi 1er avril 1989, une semaine après la disparition de Virginie, un autre coup dur attend les proches. Lors d'une promenade, un homme découvre un sac d'ordures aux formes étranges dans un amoncellement de déchets. Intrigué, il ouvre le sac. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Il demande à un policier qui passait par là d'y jeter un coup d'œil. À un moment donné, j'ai vu un gars qui descendait à pied, puis sa belle année, c'était Donat Tremblay, l'ancien policier de l'île. J'ai dit, Donat, viens d'ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a quelque chose de louche là-dedans, dans le sac, là. Puis j'ai dit, il faudrait que tu confirmes ça avec moi. Il est venu, puis il dit, mais oui, Christophe, c'est quelque chose d'un être humain. Le sac à ordures cache un tronc humain. Il est immédiatement acheminé dans un centre d'expertise médico-légale. Que le coroner nous a dit, la personne qui a découpé ça, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît ça, c'est très bien coupé. 3 jours plus tard, le 4 avril, un sac contenant des jambes et des bijoux est découvert à l'arrière d'un centre commercial. Dans les quelques jours qui ont suivi, la collecte des poubelles est devenue une véritable phobie. Tout le monde avait peur de trouver un autre sac de poubelle avec d'autres parties. Le 7 avril, les enquêteurs apprennent des experts médico-légaux que le tronc et les jambes retrouvées appartiennent à un même individu. Ils ne parviennent cependant pas à établir l'identité de la victime si affreusement mutilée. Les enquêteurs commencent à faire un lien entre les parties du corps retrouvées et la disparition de Virginie Pelletier. Je suis allé rencontrer la mère de l'enfant.
Je lui ai appris là, qu'on avait trouvé le tronc d'une personne, mais ça nous prenait quelqu'un pour l'identifier, pour savoir si réellement c'était Virginie. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas de bras, pas de tête, donc on savait que c'était une personne de sexe féminin, on ne pouvait pas l'identifier. Ils sont arrivés avec un sac, puis des boucles d'oreilles, tout ça. Puis là, ils m'ont montré ça. J'ai dit, ben non, c'est pas ces boucles d'oreilles à elle, ça. Et puis quand ils sont partis, Marie-Josée a dit, je suis pas sûre que c'est pas à elle. Bah, j'ai dit, franchement, je sais pas à elle, voyons donc. Là, tu veux pas, là? Le même jour, les parents de Virginie, saisis de la pire appréhension, se rendent à la morgue. Je l'ai identifié. Dans le fond, j'ai identifié un torse. Parce qu'il n'y avait rien, là. J'étais sûre que c'était ma fille. Parce que dans le fond, on connaît notre fille, hein. Puis après ça, ils l'ont tournée, et puis les points de rousseur dans le dos. J'étais sûre, là, je disais que oui, que c'était elle. Mais rendu dans l'auto, j'ai dit non, c'est pas elle. Mais tu veux pas, hein? Non, je disais non, c'est pas elle. Mais Judith finit par se rendre à la cruelle évidence. Son mari, Alan, reste incertain. Sa réaction lors de l'identification du corps de Virginie intrigue les policiers. La réaction de son père, là, c'était une réaction bien froide, ce qui nous a fait douter que ça pouvait être lui. Les policiers enquêtent maintenant sur un meurtre, et Alan est le dernier à avoir vu sa fille. Il n'en faut pas plus pour faire du père de Virginie le principal suspect. Il commence tout le temps par le plus proche, puis après ça, il élargisse. Il dit la plupart du temps qu'il pense que c'est nous autres qui sommes les coupables là-dedans. Judith et Alan nagent en plein cauchemar. On a arrêté de travailler toutes les deux. Mais là, l'hôpital là, nous harcelait. Et nous appelait, nous demandait quand est-ce qu'on allait revenir travailler. Comment est-ce qu'on allait, quand est-ce qu'on allait revenir travailler. Parce qu'on était tous les deux en congé maladie. Là. Les enquêteurs analysent le moindre détail. Même les sacs qui ont été retrouvés pointent en direction d'Alan Pelletier. Le premier lien qu'on a eu, là, qui nous a conduits à l'hôpital, là, c'est de la façon que les sacs qu'on a trouvés dans lesquels étaient les morceaux du corps de Virginie, c'est la façon qu'ils étaient attachés. Parce qu'on n'attache pas un sac de vidange de la même façon qu'un concierge. Un vrai concierge les attache. Ils ont une façon, eux autres, qui les a été enseignés pour pas avoir de difficultés puis pour pas que ça détache. Alan Pelletier s'occupe également de l'entretien à la morgue de l'hôpital. Vu que je travaillais, j'allais faire le ménage dans ce temps-là, à la morgue. Fait que tous les outils étaient là. Moi, j'y allais, j'avais la clé pour y aller, c'était barré, ça. Mais il y avait plusieurs personnes qui avaient des clés pour pouvoir y aller aussi. Comme le corps de la victime a été découpé avec une grande précision, les soupçons des enquêteurs redoublent. J'habitais sur la même route de campagne que la famille de Virginie Pelletier. Puis quand j'arrivais chez moi après ma journée de travail, le soir vers 11h, je voyais toujours une voiture de police qui était stationnée au coin qui faisait de la surveillance de la famille. Ça, c'était régulier. Donc, j'ai su très rapidement, en apercevant les policiers, qu'on avait sûrement un doute sur la famille Pelletier. Nous, on était tout seuls. Il avait dit à ma mère de ne pas se présenter chez nous parce qu'il était sûr que c'était lui. Fait que ma mère venait pas, ma sœur venait pas. On était tout seuls comme des rats dans la maison. Après quelques semaines, Alan et Judith trouvent le courage d'affronter le regard des autres et retournent travailler. Mais les collègues d'Alan commencent à le fuir, convaincus qu'il est le psychopathe derrière le meurtre de sa fille. Judith commence elle-même à douter de l'innocence de son mari et décide de le confronter. Je le croyais pas, là. Sauf qu'à un moment donné, j'avais tellement de peine que j'ai demandé là, s'il aurait pu faire du mal à ma fille. Puis là, lui, ben, il dit, ben, franchement, pourquoi j'aurais... Puis il m'a... Tu sais, il m'a comme dit, là, sincèrement, ben non, tu sais bien que j'aurais jamais fait de mal à Virginie, tout ça. Et puis il m'a regardé dans les yeux. Non, là, à ce moment-là, ça a été correct. Je l'ai cru, là. Le 1er juin,
Plus de 2 mois après la mort de Virginie, les enquêteurs interrogent Allen Pelletier et lui font subir le test du polygraphe. Ils nous posent 3 questions. Les 3 questions, ils te disent avant de te les poser, avant que le polygraphe soit en main. Ils te le disent, t'es au courant de tout. Mais ils sont pas fous, hein? Ils te mettent dans une belle petite salle. Ils laissent baisser la température quasiment à 0. Là, il fait froid. Tes réactions, ouais. Ils vont sentir plus tes réactions sur tes doigts. Ils mettent le polygraphe, puis après ça, ils posent les questions négatives. Fait que moi, quand j'ai sorti de là, le cœur me débattait. Après ça, ils ont été obligés de nous laisser en paix. J'étais plus soupçonné pendant tout. Les enquêteurs viennent d'éliminer leur principal suspect. Combien de temps le meurtrier de Virginie Pelletier pourra-t-il courir en liberté? Le 1er juin 1989, plus de 2 mois après la découverte du corps démembré de Virginie Pelletier, les soupçons des enquêteurs sur la culpabilité de son père sont finalement infirmés par le test du polygraphe. Cherchant ce qui aiderait à résoudre le mystère de la mort de sa fille, Judith tente de comprendre ce qui a pu arriver le jour de sa disparition. Le vendredi 24 mars, après avoir déjeuné avec Virginie, Allen raconte à Judith qu'il l'a déposée au centre commercial. C'était défendu d'aller traîner dans un centre d'achat, ça elle le savait. Mais elle avait dit à son père qu'elle allait chercher de l'emploi. Ce matin-là, Virginie répond en fait aux appels téléphoniques suspects contre lesquels sa mère l'avait mise en garde. L'homme derrière les promesses d'argent et de célébrité, c'est Benoît Desrosiers. Né en 1957 à Chicoutimi, Benoît Desrosiers est issu d'une famille de 5 enfants. C'est un enfant qui était aimable, il était attentionné. Il aimait beaucoup rendre service. Il était effacé. Tu sais, il se mettait pas toujours en avant pour se faire remarquer. Mais il travaillait dans l'ombre. Il faisait bien la cuisine. Il faisait des lavages. Et ça, c'était toujours sans qu'il parle. Il disait pas moi je fais ça, moi je travaille, j'aide. Il n'en parlait jamais. En plus d'être un enfant modèle, Benoît excelle à l'école. Doté d'une intelligence supérieure, ses professeurs le destinent à un avenir prometteur. Mais derrière ses réussites académiques se cache un Benoît frêle, qui ne connaît pas de succès auprès de ses camarades, qui est souvent persécuté par l'un de ses frères aînés et qui souffre de l'alcoolisme de son père. Il gardait tout pour lui. Jamais il exprimait que lui, il se sentait en arrière des autres, il se sentait un peu abandonné. Au point de vue des jeunes filles, à cause que son frère le traitait mal. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le développement d'un individu. Mais ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un a été victime de violence, quelqu'un a été écrasé, étouffé, si quelqu'un a été inhibé dans son développement, si quelqu'un n'a pas eu de personne auquel il a pu s'identifier pour plus tard dire « moi, je vais devenir comme ça », ou encore si ces modèles ont été complètement pathologiques, c'est difficile de se développer normalement quand il n'y a rien dans le milieu auquel on peut s'identifier de normal. En 1974, le père de Desrosiers succombe à un cancer. Le jeune homme, à peine âgé de 17 ans, décide aussitôt d'abandonner ses études. Il a dit, maman, je pense que je vais abandonner l'école. Parce qu'il dit, vas-tu, tu es obligé de payer pour moi. Puis là, tu es toute seule, là, pour subvenir aux besoins de la maison. Puis ensuite, on est encore 2 aux études. Puis il dit, j'y retournerai pas. J'ai dit, continue, je suis capable de subvenir à tes besoins, tout ça. Puis non, il dit, je vais aller travailler. Parce qu'il va en avoir moins sur les épaules.
Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est marié et a construit une relation longue de plus de 10 ans avec une femme qu'il avait rencontrée lorsqu'il avait à peine 20 ans. Puis la demoiselle en question, elle travaillait elle-même. Ça fait que j'ai dit, ils vont venir à bout de joindre leurs dépenses, tout ça. Même, je l'ai aidé à s'installer. Desrosiers a bien un petit fétichisme pour les bas de nylon. Mais sa conjointe n'en fait pas de cas et considère qu'ils ont une vie sexuelle satisfaisante. En fait, ils mènent tous les deux une vie orchestrée autour du travail. Desrosiers occupe 2 emplois. Le matin, très tôt, il s'occupe de l'entretien dans un cinéma, tandis que le soir, il travaille à l'hôpital de Chicoutimi. Il compte, parmi ses collègues, Judith Turcotte et Alun Pelletier. Il parlait pas plus qu'il faut. Il fallait lui poser des questions ou lui demander quelque chose pour qu'il puisse répondre. Sans ça, il parlait pas. Puis pourtant, on le voyait souvent parler au téléphone, mais il ne parlait pas avec nous autres. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il est tout le temps dans le téléphone, je ne sais pas à qui appelle, puis sa femme à travail. Qui appelle? On se demandait, il écoute sa radio pour prendre des quiz, quelque chose des jours, quelque chose à gagner. Je me suis posé la question, ça doit être ça qu'il fait. Bien qu'il considère étrange les nombreux appels de Desrosiers, Alun ne lui demande pas d'explication et préfère se mêler de ses affaires. Il était toujours au téléphone, ce gars-là. On trouvait ça bizarre, mais les chefs de département ne l'avisaient pas qu'il n'y avait pas d'affaire à jouer dans le téléphone comme ça. Durant ses pauses, il pouvait prendre le téléphone, fait que... Tout le temps de la pause, l'heure du dîner, il était dans le téléphone. Ses départements, il arrêtait à tout bout de champ, au téléphone. En 1989, 10 ans après s'être marié, le fétichisme de Desrosiers prend une nouvelle dimension. Dans une quête de plus en plus frénétique, Desrosiers téléphone à des jeunes femmes et leur fait miroiter la promesse d'un emploi bien rémunéré afin de les rencontrer. Desrosiers spécifie aux femmes de se vêtir de bas de nylon. Il se rend au rendez-vous fixé, mais n'ose pas les aborder et se contente de les observer. Il est tellement insécure que même par rapport à certaines, il doit se sentir comme... Il doit voir comme certaines comme menaçantes, celles qui sont plus capables de s'affirmer, plus matures, celles qui ont l'impression qu'ils ne pourraient peut-être pas manipuler aussi facilement. Même chez des adolescentes, d'après moi, il y en a qui l'intimidaient et qui se disaient, avec celle-là, j'ai pas grand chance. Et il jaugeait probablement la victime en se disant, est-ce que celle-là, j'ai plus de chance? Le matin du vendredi 24 mars, Desrosiers attend Virginie Pelletier au cinéma où il travaille, le lieu du rendez-vous qu'ils se sont fixés. Il est encore tôt et ils sont fin seuls dans le centre commercial. Le monsieur, elle le connaissait aussi. Elle avait déjà vu à l'hôpital. Et puis quand elle s'est présentée au cinéma, lui, il s'est mis à lui parler, là. Et puis, elle s'est pas méfiée. Quand tu connais quelqu'un, c'est assez embêtant de penser que cette personne-là est mauvaise. Lui, son but, là, c'était d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il lui avait fait miroiter qu'il connaissait, qu'il y avait des contacts dans le milieu de la mode, puis il pouvait la faire devenir mannequin. Pour impressionner Virginie, Desrosiers lui fait croire qu'il fait partie de la mafia. Puis, il tente de la séduire. Mais l'adolescente le repousse. Virginie comprend alors que Desrosiers n'a pas du tout l'intention de lui offrir un emploi. Il le menace de tout dévoiler à son père s'il persiste à lui faire des avances. Après qu'il lui a appris là, que c'était pas vrai ce qu'il lui disait, qu'il n'y avait pas de contact, là, elle lui a signifié qu'elle allait le dire à son père. Puis lui, il travaille avec son père. Il travaillait avec son père à elle, à l'hôpital Chicoutimi. Puis il avait terriblement peur de son père. Parce que son père, à Virginie, c'était un monsieur assez costaud, là, puis il n'a pas le sourire facile. Desrosiers reste figé devant la menace de Virginie. Si Alun apprend cet incident,
Il devra faire face à sa famille, à ses employeurs et peut-être même à la justice. Après avoir attiré Virginie Pelletier dans ses filets, Benoît Desrosiers manifeste son désir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Mais Virginie ne l'entend pas de cette façon et le menace de tout révéler à son père, avec qui il travaille à l'hôpital de Chicoutimi. Desrosiers a su garder secrètes toutes ses pulsions inavouables pendant de nombreuses années. Et il panique à l'idée que l'on pourrait enfin découvrir son côté pervers. Aux yeux de sa mère, Benoît Desrosiers a toujours réussi à bien paraître. Et personne dans son entourage n'a pu déceler que l'enfant avait déjà une curieuse tendance fétichiste. C'est une forme de perversion du travestisme ou du fétichisme qu'on retrouve parfois chez les individus. Souvent, c'est pas très, très intense, ça cause pas trop de problèmes. Ça peut prendre différentes formes. Les individus qui n'ont que ça comme perversion, ça fait pas des gens particulièrement dangereux, sauf s'ils sont obligés de voler les objets ou se mettre dans des situations gênantes, embarrassantes. Le problème, c'est que si on a cette perversion-là, bien, on peut aussi en avoir d'autres. On retrouve souvent des constellations de perversion chez des individus. Donc, quand il y en a une, il peut en avoir d'autres et les autres peuvent être plus dangereuses. De la même façon, Desrosiers a développé tôt des pulsions d'agressivité qui sont passées inaperçues, car il parvenait encore à les contenir. Quand on ne peut pas exprimer notre colère, notre désagrément, quand on n'a aucun moyen et que la colère ne fait que s'amplifier, qu'on accumule les frustrations, c'est évident qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Parce que c'est pas vrai que ces individus-là qui ont l'air froids ne ressentent pas les injustices qu'ils ont l'impression de vivre, ne ressentent pas le rejet, ne ressentent pas tout ce qu'on peut leur faire vivre, ne ressentent pas une espèce de sentiment d'impuissance. Ces individus-là aussi ont une estime d'eux-mêmes extrêmement basse. Donc, la colère ne peut faire que s'accumuler. Et quand on ne sait pas que ça s'accumule, quand on ne réalise pas à quel point on est en colère, c'est sûr que ça risque d'exploser. La violence et l'humiliation que son frère lui faisait subir, en plus de son extrême timidité avec les filles durant son enfance et son adolescence, auront été des sources d'agressivité et de frustration chez Desrosiers. Le vendredi 24 mars 1989, lorsqu'il se retrouve devant Virginie Pelletier et qu'elle refuse d'avoir une relation sexuelle avec lui, il est saisi d'une pulsion meurtrière. Il prend le marteau qu'il avait apporté et frappe Virginie à la tête. L'adolescente souffre énormément, mais parvient à s'extirper de l'emprise de son assaillant. La course de Virginie n'est toutefois que de courte durée. Desrosiers la rattrape et la frappe de nouveau avec le marteau. Elle s'effondre, inconsciente. Pour s'assurer qu'elle est bien morte, il la poignarde avec un tournevis. Quand on a une espèce de rage meurtrière telle que celle qu'il décrit, on défoule la colère. Et après ça, bien, il faut s'arranger avec les dégâts qu'on a faits et avec ce qui est arrivé. Et là, d'un point de vue purement pratique, il fallait, pour ne pas se faire prendre, qu'il réussisse à nettoyer ça puis à laisser croire que c'était rien passé à cet endroit-là. Et là, il va se débrouiller comme il peut. Desrosiers évalue ses possibilités. Le centre commercial dans lequel se trouve le cinéma doit bientôt ouvrir ses portes et laisser entrer les premiers clients. Sortir le corps de Virginie serait trop risqué. Il se retourne et s'approche alors de la bouche d'aération pour en retirer la grille. Il y cache le corps de Virginie avant de nettoyer ses traces et quitter la salle. Desrosiers retourne ensuite chez lui pour changer ses vêtements tachés de sang. Lorsqu'il est arrivé chez lui, sa femme lui a posé la question qui était arrivé là. Ben, il dit il y avait des jeunes enfants dans la porte du cinéma, puis qui chamaillaient, puis ça poussait, mais encore ça vite. Puis il y a un enfant qui s'est coupé. Il dit, moi, je l'ai aidé.
Desrosiers ne laisse rien transparaître et retourne travailler comme à l'habitude. Il parvient même à côtoyer ses collègues de travail. Ça démontre tout le côté antisocial. Les gens qui vont avoir un peu de culpabilité vont se trahir souvent dans plusieurs choses. Un malaise où ils vont laisser des indices, ils vont laisser croire quelque chose. Et les gens qui n'ont pas du tout de culpabilité, pour eux, c'est même pas qu'ils sont des bons acteurs. C'est simplement qu'ils n'en ont pas de culpabilité, fait qu'ils n'ont rien à trahir, fait qu'ils continuent comme si de rien n'était. Et c'est cette sorte d'individu-là que je pense qu'on a affaire ici, puisque depuis son enfance, il était comme ça. Donc pour lui, c'était simplement de continuer. Durant les jours suivants, les clients du cinéma se plaignent d'une odeur désagréable dans la salle de projection. Desrosiers doit encore une fois trouver une solution rapidement. Ça faisait déjà là, un bout de temps qu'elle était disparue. Puis elle était morte. Puis il l'avait camouflée dans une grille d'aération dans un cinéma. Elle a commencé à avoir une odeur que lui essayait d'éliminer en l'arrosant de parfums qu'il allait acheter à l'épicerie. Mais là, à un moment donné, il ne prenait plus le dessus. Le 30 mars, 6 jours après avoir tué Virginie Pelletier, Desrosiers profite des heures de fermeture du centre commercial pour se débarrasser du corps de l'adolescente. Il le déplace dans une toilette et dépaisse le cadavre. Ça devient purement technique. On a quelque chose à faire. Il faut enlever ce corps-là de là, il faut nettoyer la place. Et la première hypothèse qu'on pourrait penser, c'est qu'il a fait ça de façon purement machinale. C'est quelqu'un qui, effectivement, est dans l'entretien ménager. Donc là, il va faire ce qu'il a à faire pour que ce travail-là soit fait. Et je ne serais pas surpris qu'il l'ait fait de façon tout à fait détachée et coupée de tout. Après avoir démembré le cadavre de Virginie Pelletier, Desrosiers jette les sacs contenant les différentes parties du corps à des endroits différents, dans l'espoir de les voir disparaître avec la collecte des déchets. Les mois passent et malgré la découverte du torse et des jambes de Virginie, Desrosiers est rassuré, car les enquêteurs ne semblent avoir aucun indice le reliant au meurtre. N'ayant pas retenu la piste des appels, il nage en plein mystère. Je pense qu'il y a deux phénomènes là-dedans. Le premier phénomène, c'est qu'il ne s'est pas fait prendre, il gagne en assurance et il va probablement penser qu'il est encore capable de faire ce genre de choses-là sans se faire prendre, puisque la première fois, ça s'est déroulé sans problème pour lui. Et le deuxième phénomène, si c'est vraiment une perversion qui a défoulé, mais sur le coup, les gens sont satisfaits. Et tranquillement, pas vite, le besoin de redéfouler cette colère-là revient. Ce qui fait que les gens qui ont cette problématique-là vont souvent récidiver. Et malheureusement, plus ils vont récidiver souvent, plus une espèce de ce phénomène de tolérance, ça sera plus suffisant, ça sera pas satisfaisant. Donc, ils vont être obligés de récidiver de plus en plus vite ou de façon de plus en plus horrible. En octobre 1989, 7 mois après la mort de Virginie, Benoît Desrosiers donne rendez-vous à une adolescente en lui promettant un emploi dans le domaine de la mode. La jeune fille se rendra-t-elle à la rencontre du meurtrier? Desrosiers fera-t-il une autre victime? Le 24 mars 1989, Benoît Desrosiers tue froidement Virginie Pelletier. Il côtoie chaque jour les parents de la victime, quand une semaine plus tard, il démembre le corps avant de le disperser. Sept mois après le meurtre de Virginie, en octobre 1989, Desrosiers téléphone à une nouvelle victime et utilise le stratagème qui lui a si bien réussi. Mais elle refuse de se plier à ses exigences. Il la menace alors de la faire disparaître, comme Virginie Pelletier. D'après l'information qu'on a eue de son oncle qui était policier à Jonquière, elle a raconté qu'elle avait eu un téléphone d'un individu qu'elle ne connaît pas, qui lui avait fait miroiter qu'il pouvait la faire placer dans une agence de mannequins parce qu'il y avait des contacts. Les enquêteurs tiennent peut-être enfin quelque chose. Ils veulent absolument connaître l'identité de l'homme et élaborent un plan de filature. Lorsque la jeune fille recevra un nouvel appel,
elle devra accepter de se rendre au rendez-vous. Le samedi 21 octobre 1989, le plan des policiers est mis à exécution. Ils devaient se rencontrer à la même place qu'il avait donné rendez-vous à Virginie Pelletier. Puis la jeune fille était avec les policiers. Puis les autres, tout en surveillant, à un moment donné, ils ont vu passer un véhicule à plusieurs occasions. Mais ils ne pouvaient jamais identifier qui c'était. Puis la petite fille, connaissant pas les yeux, connaissant pas le véhicule, ne pouvait pas donner d'informations aux policiers. Et à ce moment-là, ils ont prélevé le numéro de licence. Puis là, à un moment donné, il a disparu. Le jour même, vers 16 h, des enquêteurs se présentent chez Desrosiers. Puis ils l'ont conduit au quartier général de la Sûreté du Québec pour l'interroger concernant la relation qu'il aurait eue avec la petite fille au téléphone, puis les menaces qu'il lui aurait faites, pour savoir si c'était vraiment lui. Après plusieurs heures à nier son implication, Desrosiers craque finalement sous la pression des enquêteurs. Il admet être l'auteur des appels téléphoniques et du meurtre de Virginie Pelletier. Les parents de Virginie avaient pourtant bien avisé que ces appels étaient louches. C'est sûr qu'après l'événement, j'aurais dû, si j'avais su, tu sais, on dit ça souvent, là, les j'aurais, puis si, on fait pas grand-chose avec ça. 2 jours plus tard, le 23 octobre, Desrosiers comparaît au palais de justice de Chicoutimi. Il doit faire l'objet d'une évaluation psychologique. Les spécialistes déterminent qu'il est apte à subir son procès, mais suggèrent fortement qu'il soit admis à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Desrosiers plaide coupable à une accusation de meurtre au second degré. Le 29 novembre 1989, il écope de la peine maximale, l'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'incarcération de Desrosiers ne saura jamais consoler les parents de Virginie, qui souffrent toujours de son absence. Chaque année, ils observent le même rituel. Ils achètent un gâteau et célèbrent leur fille. C'était dans le très, très dur dans ce temps-là. Bon, on s'est retrouvé tout seul, moi et ma femme. Tout le monde est parti. J'ai mon beau-frère qui est resté ici à Chicoutimi, puis ils ont parti à peu près 1 an après, puis ils sont partis à Granby, puis ils sont jamais revenus dans l'avion. On prend une décision à un moment donné. Est-ce qu'on veut vivre ou on veut mourir? C'est après que j'ai réalisé, là, après mon... Parce que là, je pouvais pas vivre comme ça continuellement, là, comme je vivais. Je vivais pas, de toute façon. Je faisais juste exister, là. Pour panser les plaies de la perte de Virginie, Allen et Judith ont adopté 2 enfants. Mes enfants m'ont sauvé. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça donne le goût de vivre, ça donne le goût un peu de continuer. Ça te permet de continuer, sinon, la vie n'a pas de sens, là. On a de la prévention à faire au niveau des jeunes, leur expliquer, là, surtout avec l'Internet aujourd'hui, de faire attention. Il y a des jeunes filles qui se font attraper là, dans des problèmes. Là. Puis ils n'en parlent pas à leurs parents, hein, tout de suite, là, ça se produit. Je dirais aux jeunes d'arrêter de s'amuser à ces choses-là. Tout de suite, quand on sent une petite alarme, là, qu'on sent que c'est pas normal, il faut couper ça. Chacun des gestes posés par Benoît Desrosiers ont pu paraître anodins auprès de ses proches. Mais cumulés, ils auraient pu aider à déceler des signes précurseurs du drame à venir. D'où l'importance de toujours rester vigilant. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?